Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans cette 7e étape pour exploiter les résultats précédents, en particulier les estimations des coefficients des différents modèles. Alors, avant toute chose, il faut rappeler que un plan d'expérience en général, un plan pour l'étude de mélange en particulier, sont là pour provoquer des variations. Ces variations, nous les avons restituées dans un premier temps sous forme de fonctions de répartition, les menus déroulants vous permettant d'appeler la réponse dont vous souhaitez visualiser les variations. Donc il s'agit maintenant d'expliquer les variations à partir des variables de prédiction. Les variables de prédiction ont été définies au travers des différents monomes des modèles, et il va donc falloir maintenant exploiter ces variations. Alors, pour exploiter les variations, on va devoir utiliser un principe métrologique très simple, c'est un principe de décomposition, qui nous dit que toute valeur mesurée, toute valeur observée, on va la noter petit y indice i, peut se décomposer sous la forme d'une somme de deux parties, une partie déterministe, qui correspondra à la notation y chapeau indice i, plus une partie aléatoire qui correspond ici à la notation e indice i. Toute valeur mesurée peut s'exprimer sous la forme d'une somme, faisant apparaître d'une part la partie déterministe et d'autre part la partie aléatoire dans la décomposition. La partie déterministe, elle va refléter l'hypothèse du modèle que nous avons choisi, un modèle de degré 1, un modèle de degré 2, un modèle de degré 3 réduit ou un modèle synergique. Et donc cette partie déterministe va être renseignée dans cette colonne à partir de l'exploitation des coefficients, en écrivant tout simplement que les valeurs du vecteur y chapeau, des réponses calculées, va s'obtenir à partir d'un produit matriciel faisant intervenir la matrice du modèle, c'est celle qui renseigne la nature des variables de prédiction, multiplié par le vecteur des coefficients que nous avons calculé. Alors on peut remarquer au passage qu'il y a deux façons d'obtenir ce vecteur y chapeau, soit en faisant le produit matriciel de x de la matrice du modèle par le vecteur des coefficients, soit en utilisant la matrice H dont nous avons parlé, qui est un projecteur et qui permet d'obtenir le vecteur y chapeau par projection du vecteur y, du vecteur réponse. Donc il y a deux façons d'obtenir, nous allons les mettre en œuvre, cette façon, le vecteur y chapeau. Et une fois que vous aurez obtenu, pour chacune des valeurs mesurées, la valeur de la partie déterministe correspondante, par simple soustraction, vous obtiendrez la valeur E indice I, que l'on appelle le résidu. Et c'est ce que nous allons mettre en œuvre dans cette étape. Alors, j'ai reproduit ici dans la feuille de calcul un petit peu ce que je viens d'expliquer. Donc on va décomposer les variations d'une réponse mesurée. Cette réponse mesurée, vous pourrez, grâce au menu déroulant, aller l'extraire de la base de données. Vous allez pouvoir ici choisir un type de modèle de degré 1, modèle de degré 2 ou modèle de degré 3 réduit, et à partir de ce choix de modèle, vous aurez extrait, je le rappelle ici, un ensemble de coefficients, donc soit 7 coefficients pour un modèle de degré 3 réduit, 6 coefficients pour un modèle de degré 2, et 3 coefficients pour un modèle de degré 1. Donc à partir de ce vecteur des coefficients que nous avons appris à calculer lors de la précédente étape, on va pouvoir calculer automatiquement les valeurs de la partie déterministe de la décomposition en utilisant un produit matriciel. Donc on se rend dans le ruban formule, après avoir sélectionné toujours la zone de résultat, on va insérer une fonction qui est la fonction produit mat.
dont on a déjà parlé, et on va tout simplement faire le produit matriciel de la matrice X, qui se redimensionne en fonction de notre choix de modèle, par le vecteur des coefficients, qui lui aussi se redimensionne en fonction de notre choix de modèle. Et vous n'oubliez pas de valider à partir des touches CTRL, SHIFT et Entrée. Donc vous venez d'obtenir ici la partie déterministe de la décomposition. Comment cela s'interprète-t-il? Vous avez mesuré une valeur de 32, eh bien le modèle de degré 1 vous restitue une valeur de 21,1. Je vous rappelle que les premiers traitements du plan d'expérience sont consacrés ici au sommet avec des répétitions. Donc pour la première répétition vous avez obtenu 32, pour la deuxième répétition vous avez obtenu 25, par définition la partie déterministe est constante et elle vous renvoie systématiquement 26,1, donc il y a un écart, et cet écart on va le calculer tout simplement en faisant la différence entre la réponse ou la valeur de la réponse mesurée et la valeur de la réponse modélisée. Alors les résidus peuvent être positifs ou négatifs. Propriété des résidus, c'est que leur somme est égale à 0, c'est ce que vous voyez sur la barre du bas. Et donc on a mis en œuvre cette décomposition. Alors quand on utilise un modèle de degré 1, on voit ici des résidus qui peuvent parfois être importants, ce qui traduira une moins bonne adéquation du modèle. On voit qu'avec un modèle de degré 2, on va avoir des résidus plus faibles, au même titre peut-être avec un modèle de degré 3 réduit. Et voyez ici que l'interactivité d'Excel prend tout son sens, parce que grâce à ces deux menus déroulants, vous allez pouvoir faire les 9 analyses, 3 réponses que multiplient 3 modèles. Donc la première des choses à faire quand vous analysez la variation des résultats, bien c'est de fabriquer cette décomposition. Une fois que vous avez fabriqué cette décomposition, je vous invite à faire un graphique que j'appelle le graphique d'adéquation. Le rêve de tout expérimentateur, c'est que la partie aléatoire soit la plus petite possible. Et par voie de conséquence, si la partie aléatoire est la plus petite possible, ça veut dire que les valeurs du vecteur réponse calculée vont être très proches des valeurs du vecteur réponse mesurée. Et donc quand on veut comparer, on met côte à côte à la même échelle, et rien de plus simple que de faire un graphique. Alors sur ce graphique, on va sélectionner la valeur des réponses mesurées, la valeur des réponses calculées, et on va faire tout simplement un nuage de points. Et plus ce nuage de points sera aligné sur la première bisectrice, plus vous pourrez conclure que le modèle décrit convenablement la variation des résultats expérimentaux. Je vous rappelle qu'un nuage de points n'est là que pour permettre d'émettre des hypothèses que l'on confirmera et que l'on chiffrera par la suite à partir d'outils statistiques ou de procédures statistiques plus élaborées. Alors j'ai pris un petit peu d'avance pour vous en préformatant le graphe d'adéquation que l'on va compléter. Alors on va le compléter, ce qui va nous permettre de découvrir plusieurs choses. Comment faire pour ajouter dans un premier temps la première bisectrice? Alors surtout ne faites pas une courbe de tendance, et ce serait une erreur. Par définition, la première bisectrice, c'est le lieu de l'espace où les valeurs des ordonnées sont égales aux valeurs des abscisses. Donc on va resélectionner la valeur des abscisses, on va la copier à partir du ruban accueil par exemple, et on va venir sur le graphe d'adéquation coller cette série de données en faisant un collage spécial et en précisant à Excel qu'il s'agit d'une nouvelle série de données. Alors voyez un deuxième nuage de points, et c'est ce nuage de points que vous allez pouvoir ajuster à partir d'une courbe de tendance, qui est une droite. Vous pouvez la colorier à partir d'une couleur, par exemple une couleur rouge, utiliser des pointillés plus ou moins importants pour représenter cette tendance, voilà, et il va falloir supprimer les marqueurs de la série 2, donc je sélectionne la zone de graphique, dans le ruban mise en forme, je viens chercher
la deuxième série de données, et dans le pot de peinture associé au menu contextuel de mise en forme des séries de données, eh bien, je m'en vais dire à Excel que pour cette série de données, eh bien, je ne veux aucune marque. Et vous aurez donc fait apparaître sur votre graphique le nuage de points, ainsi que la première bissectrice. Ce nuage de points doit être interactif, donc on va retourner dans l'interface du problème, on va aller chercher la zone de liste déroulante qui permet de sélectionner une réponse. On va venir, après l'avoir copiée, la coller dans la zone de graphique. Voilà. Donc vous allez pouvoir, comme ça, passer très facilement d'une réponse à une autre. Je vais déplacer ce menu déroulant quelque part ici. Et puis, on va naturellement insérer sur cette zone de graphique le type du modèle, un modèle de degré 1, un modèle de degré 2 ou un modèle de degré 3, et ici encore, on va aller chercher la zone de liste déroulante de l'endroit où nous l'avons créé. À partir d'un clic droit, on accède à un menu contextuel qui permet de copier cette zone de liste déroulante, et vous allez pouvoir venir la positionner sur ce graphique, ce qui vous permet, à partir d'un graphique, de porter un jugement sur la qualité d'adéquation du modèle. On voit ici que pour la réponse qui concerne le taux de combustion, un modèle de degré 1 est sans doute moins approprié que un modèle de degré 2 ou encore le modèle de degré 3 réduit. Tout ceci sera précisé par la suite. Alors il reste à rajouter des titres sur ce graphique, le titre du graphique et le titre des axes. Alors pour ce faire, je l'ai déjà expliqué à partir d'autres graphiques, j'utilise la feuille de calcul pour pouvoir définir mes titres d'axes. Et ici, j'aimerais que dans le titre apparaisse à la fois graphe d'adéquation et apparaisse le modèle. Et donc je m'en vais devoir associer deux chaînes de caractères. La première chaîne de caractères va s'écrire graphe d'adéquation. Elle sera constante, elle sera fixe, et la deuxième chaîne de caractères va correspondre au modèle de degré 1, au modèle de degré 2, ou au modèle de degré 3 réduit, suivant le cas. Pour associer des chaînes de caractères, on va découvrir, pour la première fois dans cet ensemble de tutoriaux, une nouvelle fonction qui est la fonction concaténer. Je me mets dans la cellule où je veux écrire le titre du graphique, je me rends dans l'onglet formule. Dans l'onglet formule, il y a un ruban qui me permet d'accéder aux fonctions, et je m'en vais aller chercher la fonction concaténer. Alors, voilà la fonction concaténer, elle nous permet d'assembler plusieurs chaînes de caractères de façon à n'en former qu'une seule. Je souhaite écrire graphe d'adéquation, ou adéquation du modèle. Voilà, adéquation du modèle. Et je souhaite associer à cette première chaîne de caractères, entre parenthèses, la nature de ce modèle. Donc j'ai écrit une première chaîne de caractères, adéquation du modèle, j'ai laissé un espace, j'ai ouvert la parenthèse, et dans le texte 2, je vais aller chercher à partir de la fonction index, je vais aller chercher dans un vecteur qui s'appelle modèle, le libellé, qui se situe à la ligne dont le numéro a été reporté dans la cellule index M. Par exemple ici, modèle de degré 3 réduit. Il suffit de réappuyer sur la fonction concaténer, de revenir ici pour fermer la parenthèse, et donc j'ai fabriqué ici une chaîne de caractères qui s'appelle adéquation du modèle, modèle de degré 3 réduit, ou éventuellement modèle de degré 1. Donc il ne me reste plus qu'à aller sur le graphe d'adéquation, me positionner sur le titre du graphique, de taper tout simplement égal, et de dire à Excel que je souhaite que le titre du graphique soit égal au contenu de la cellule AT3, et vous avez ici le titre du graphique qui apparaît. Alors, il suffit de déplacer la boîte de dialogue à l'intérieur de la zone de traçage pour pouvoir en direct avoir le titre du graphique. On peut réduire
la hauteur de police de caractère, de façon à ce que ce titre s'écrive intégralement sur une ligne. Alors on va faire la même chose pour l'axe horizontal et pour l'axe vertical. L'axe horizontal représente la variation de la réponse mesurée, l'axe vertical représente la variation de la réponse modélisée, et on va utiliser à nouveau la fonction concaténée pour fabriquer ces deux titres d'axe. Alors je m'en vais utiliser la fonction concaténée. Dans la fonction concaténée, je m'en vais dans un premier temps aller chercher le nom de la réponse. Pour aller chercher le nom de la réponse, j'utilise à nouveau la fonction index. Dans une matrice, qui ici est un vecteur, qui s'appelle réponse, je vais extraire le libellé de la réponse, qui se situe sur la ligne dont le numéro est situé dans la cellule index underscore R. Voilà. Je reviens dans la fonction concaténée en tapant dans la barre de formule, je vais taper un espace, je vais ouvrir la parenthèse et écrire mesure. Ainsi que je vais pouvoir mettre sur l'axe horizontal un titre interactif. Vous voyez qu'avec le menu déroulant, quand je change, mon titre se met à jour. Et je m'en vais tout simplement aller sur le graphique, aller dans le ruban création de graphique. C'est dans ce ruban que l'on peut ajouter des éléments de graphique. Et je veux rajouter un titre d'axe, qui en l'occurrence est un titre d'axe horizontal. J'appuie sur la touche égale, je retourne dans la feuille interface analyse, je sélectionne la cellule AT5, et le tour est joué, j'ai fait apparaître sur l'axe horizontal la réponse dont je suis en train d'analyser les variations et de regarder l'adéquation d'un modèle pour décrire ces variations. On voit par exemple ici que le modèle de degré 2 est beaucoup plus approprié que le modèle de degré 1. Pour finir cette séquence, il ne reste plus qu'à créer le titre de l'axe vertical. Alors, le titre de l'axe vertical va se créer de la même façon, en utilisant d'une part la fonction concaténée pour associer deux chaînes de caractères. La première chaîne de caractères va être extraite du vecteur réponse. J'utilise la fonction index pour extraire. On va extraire le libellé de la réponse qui se situe à la ligne dont le numéro est consigné dans la cellule qui porte le nom de index underscore R. Je retourne avec la souris dans la barre de formule pour cliquer sur fonction concaténée et ici je tape un espace, j'ouvre la parenthèse et je m'en vais écrire calcul. Voilà. Donc on aura d'une part sur l'axe horizontal la réponse mesurée et sur l'axe vertical la réponse modélisée. Il suffit maintenant de retourner à la feuille graphique. Dans l'onglet création de graphique, il y a un ruban qui permet d'ajouter des éléments de graphique, en particulier un titre d'axe, qui ce coup-ci sera un titre d'axe vertical. J'appuie sur la touche égale et je m'en vais indiquer à Excel que le titre de l'axe vertical se situe dans la cellule AT7, ce qui vous permet ici d'avoir un graphique qui permet, à partir d'un seul onglet graphique, de pouvoir porter un jugement, réponse par réponse, sur l'adéquation potentielle d'un modèle pour décrire les variations. Par exemple ici, la variation de la réponse burning rate, le taux de combustion, décrit par un modèle de degré 1, par un modèle de degré 2 ou par un modèle de degré 3 réduit. Il en va de même pour l'écart type, à partir d'un modèle de degré 1, d'un modèle de degré 2 ou d'un modèle de degré 3 réduit. Au même titre, pour l'index de fabrication, l'indice de fabricabilité, d'ouvrabilité, de manufacturation ou manufacturabilité, eh bien vous allez pouvoir décrire cette variation à partir des modèles de degré 1, de degré 2, de degré 3 réduit, et essayer d'émettre une hypothèse sur des modèles qui seraient plus appropriés que d'autres pour décrire les variations. Donc, quels sont les points essentiels de cette 7e étape? Eh bien, nous avons décomposé toute valeur mesurée sous la forme d'une somme, représentant une partie déterministe et représentant d'autre part une partie aléatoire. La partie déterministe a été établie à partir
des coefficients du modèle et en utilisant un produit matriciel, et la partie aléatoire sur laquelle on reviendra, puisque l'étude des résidus, l'analyse des résidus est importante, analyse de régression, on consacrera les prochaines étapes à cette analyse des résidus, eh bien, a été obtenue par soustraction. Alors je vous avais dit que, pour terminer, le vecteur Y chapeau pouvait être obtenu de deux façons, soit en faisant le produit de la matrice du modèle par le vecteur des coefficients, soit en faisant le produit de la matrice H par le vecteur des réponses. Alors on va vérifier que cette deuxième approche est identique. Donc je sélectionne ici une zone de résultat, je m'en vais utiliser la fonction produit matriciel, elle a été utilisée récemment, et je m'en vais faire le produit de la matrice H, qui a été définie à l'étape précédente par le vecteur Y. Je n'oublie pas de valider avec les touches CTRL-SHIFT-Entrée, et si j'utilise un affichage de nombres identiques à ceux qui est à la colonne AU, vous voyez que les deux formules vous permettent d'obtenir le même résultat. Donc quelque part, si vous n'avez pas besoin de l'expression analytique et de l'expression surtout numérique des coefficients, eh bien vous pouvez utiliser directement le projecteur qui est représenté par la matrice grand H. Voilà. Mais dans les prochaines étapes, eh bien il faudra d'une part exploiter la partie déterministe de la décomposition qui se représentera sous forme de traces de la surface de réponse, et il faudra consacrer du temps à l'analyse des résidus. C'est une hypothèse ou une étape importante dans la démarche d'analyse de régression. N'oubliez jamais que les nuages de points sont là pour vous aider à émettre des hypothèses, et quand votre œil n'est pas suffisant pour conclure, n'oubliez pas que les outils statistiques seront là pour vous aider.